Une enfant de 7 ans, portant des lunettes de soleil à l'intérieur d'un immeuble, des mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir une carte. Une petite voix suppliant « Grand-mère, peux-tu appeler la police? Je ne veux pas aller avec maman. » Ce n'étaient pas des scènes d'un film, c'étaient de véritables appels au secours qui furent complètement ignorés. Voici l'histoire d'une petite fille qui a envoyé tous les signaux possibles, d'une grand-mère qui a enregistré les preuves, d'un père qui a tenté d'intervenir et d'un système qui a choisi de fermer les yeux. Une tragédie qui aurait pu être évitée si seulement une personne en position d'autorité avait vraiment écouté. Ce que vous êtes sur le point de découvrir vous fera vous demander comment tant d'adultes peuvent échouer en même temps et comment des signaux si clairs peuvent être ignorés si longtemps. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et activer les notifications. Des cas comme celui-ci doivent être connus pour que d'autres situations similaires soient identifiées à temps. Le 26 avril 2014, à l'hôpital Kings County, naissait une petite fille qui serait séparée de sa mère biologique seulement 5 jours plus tard. Nvesia Jones avait déjà perdu la garde de 5 autres enfants pour des situations graves de négligence. La petite Julicia fut remise directement aux soins de sa grand-mère paternelle, Yolanda Davis, qui l'emmena de l'hôpital à la maison. Le père, Julius Battis, souhaitait désespérément élever sa fille, mais faisait face à un problème. La mère biologique continuait à porter de fausses accusations de violence domestique contre lui. Même si Julius n'avait aucun antécédent criminel, chaque nouvelle accusation l'éloignait davantage de la petite. Le système croyait la parole de la femme qui avait déjà perdu 5 enfants, plutôt que de considérer l'homme sans antécédent. Durant ses premières années, Julicia grandit comme un enfant complètement heureux dans l'appartement de sa grand-mère à Brooklyn. Yolanda se consacrait entièrement à sa petite fille, qui était devenue le centre absolu de sa vie. Entre 2 et 3 ans, la petite était la définition parfaite de la joie infantile. Joues potelets, yeux curieux, toujours prête à embrasser toute personne qui entrait dans la maison. La maison n'était jamais silencieuse à cause de ses rires. Cet enfant réussissait à trouver le bonheur dans les choses les plus simples. Elle était extrêmement intelligente pour son âge, connaissait tout l'alphabet, savait compter, distinguer toutes les couleurs. Plus que tout au monde, elle aimait passer du temps avec sa grand-mère. Julicia adorait chanter, danser sur des vidéos de l'application de danse et regarder le film La Reine des Neiges, accueillant toujours les visiteurs à la porte avec des jouets d'Elsa et Anna dans les mains. Avec son père, Julius, la relation était spéciale. C'était des heures précieuses de bonheur volé. Les fausses accusations de la mère limitaient les rencontres seulement au week-end, mais ces jours devenaient magiques. La petite rayonnait en embrassant son père, faisait des grimaces amusantes devant la caméra et portait son chapeau avec fierté visible. Dans le monde de papa, un fast-food populaire était un palais. Les repas enfants étaient des banquets et chaque moment semblait être un matin de Noël. Les appels vidéo nocturnes étaient un rituel sacré où père et fille partageaient les secrets du jour et faisaient des plans pour la prochaine rencontre. À l'école, les professeurs ne pouvaient résister à son charme. Avec son uniforme impeccable et son sac à dos de la Patte Patrouille, elle était toujours prête à apprendre. Elle était polie, réactive et toujours la première à aider les enfants plus petits. Mais il y avait quelque chose qui transformait cette petite fille rayonnante en un enfant complètement effrayé. Les visites chez sa mère biologique. En 2017, quand elle a eu à peine 3 ans, un événement critique se produisit. Les services de protection de l'enfant décidèrent que la grand-mère avait violé les règles en permettant des visites non supervisées avec le père, retirant temporairement la petite du foyer de Yolanda. Après avoir révisé le cas et reconnu la décision comme erronée, Julicia retourna chez sa grand-mère en 2018. C'est alors que le système prit une décision qui changerait tout. Étendre le contact avec la mère biologique. Initialement, c'était des rencontres supervisées au bureau de l'agence. Déjà à cette époque, les psychologues documentaient des comportements préoccupants. La petite se cachait dans un coin et pleurait intensément pendant ses visites. « Je ne veux pas aller chez maman !» répétait Julicia pendant les séances de thérapie. Malgré ces signaux clairs, les services de protection de l'enfant décidèrent de transférer les rencontres à l'appartement de la mère les week-ends. C'est alors que le véritable cauchemar commença pour l'enfant. Avant chaque visite, Julicia entrait en panique totale. La grand-mère décrivait la situation. Elle allait dans le coin en pleurant et moi je pleurais aussi en disant « Vous ne voyez pas ça? C'est un signal rouge géant pour moi !» La réponse de l'assistante sociale était toujours la même. « Je le sais, mais elle doit voir sa mère. » C'est alors que la grand-mère commença à enregistrer ces conversations, car personne ne semblait croire qu'un enfant puisse avoir tant peur de sa propre mère.
Dans ces enregistrements douloureux, nous entendons une petite voix suppliant. « Grand-mère, tu appelles la police? Je ne veux pas aller avec maman. S'il te plaît, ne pleure pas. Pourquoi je dois y aller ?» Dans un des enregistrements les plus troublants, Julicia essaya d'expliquer ce qui se passait chez sa mère. Elle parlait des grands frères qui se battaient et blessaient le petit frère. Quand la grand-mère demandait « Qu'est-ce qu'ils te font ?» la petite ne pouvait que répondre « Des choses méchantes », clairement sans mots pour décrire des situations qu'un enfant ne doit jamais connaître. En 2018, quand Julicia avait à peine 4 ans, un incident se produisit qui aurait dû être l'alerte finale. Le 13 avril, la petite dit à sa grand-mère des mots qui glacèrent le sang. « Maman m'a fait mal avec un outil lourd ». Ces mots venant d'un enfant de 4 ans auraient dû immédiatement interrompre toute visite. Au lieu de cela, le système a continué à insister sur la réunification familiale. Le moment le plus effrayant est arrivé quand la grand-mère lui a demandé directement « Qu'est-ce qui se passe chez maman qui te fait si peur ?» Ils sont suivis un silence assourdissant. Un enfant de 5 ans savait quelque chose de terrible qu'elle ne pouvait ou n'osait pas dire à voix haute. Vers 2019, Nvesia Jones eut un autre enfant, un petit garçon, et le système fit une découverte qu'il considérait surprenante. Apparemment, la mère avait complètement changé et ils ne retirèrent pas cet enfant. Cette décision ouvrit la voie à la prochaine étape fatale. Pendant cette période, la situation de Julicia devint encore plus complexe. L'assistante sociale responsable du cas, Patricia Shannon, semblait déterminée à prouver que la réunification familiale était possible. Malgré les preuves croissantes que quelque chose allait terriblement mal, Shannon continua à pousser l'agenda de réunification, ignorant non seulement les demandes de la grand-mère, mais aussi les rapports des psychologues qui suivaient Julicia. Les dossiers des services de protection montrent qu'il y eut au moins 10 signalements formels concernant le bien-être de Julicia entre 2018 et 2021. Chacun de ces signalements fut enquêté superficiellement et archivé comme non fondé ou non confirmé. Voisins, professeurs, employés de magasins et même des étrangers qui rencontraient la petite faisaient des rapports préoccupants. En 2020, un des fils âgés, Paul Fine Jr., retourna vivre avec Nvesa. C'était le même jeune homme qui admettrait plus tard avoir maltraité Julicia de manière systématique. Les services de protection finirent par croire à la supposée transformation miraculeuse de la femme. Ce qui rendit cette décision encore plus choquante fut le fait que Paul Fine Jr. avait déjà un historique de comportement problématique. Les dossiers scolaires montraient des épisodes d'agressivité et il y avait des rapports non confirmés de problèmes avec d'autres enfants. Mais ces informations apparentes étaient ignorées ou ne pas adéquatement enquêtées par les services sociaux. Comme Nvelsa semblait bien vivre maintenant avec un bébé et un adolescent, pourquoi ne pas rendre Julicia aussi ? Mars 2020 devint le mois qui scella le destin de la petite, coïncidente avec le début de la pandémie mondiale. La pandémie créa une situation parfaite pour que des cas comme celui de Julicia passent inaperçus. Avec les écoles fermées, les visites sociales réduites et l'isolement général, beaucoup d'enfants en situation vulnérable devinrent encore plus invisibles au système. Les quelques mécanismes de protection qui existaient furent drastiquement réduits. La grand-mère emmena Julicia pour ce qui devait être un week-end chez sa mère, dans le complexe d'habitation Mitchell Houses dans le Bronx. 2 jours se transformèrent en 90 jours. Les 90 jours devinrent « vous devez attendre une révision indépendante ». Quand la grand-mère exigea des explications désespérées, l'assistante sociale admit honnêtement, dans une conversation téléphonique enregistrée, « ils veulent probablement fermer ce cas une fois pour toutes ». Pendant ces premiers 90 jours, la grand-mère Yolanda fit des appels hebdomadaires aux services de protection. Elle documenta chaque conversation, enregistra quand c'était possible et tint des registres détaillés de ses inquiétudes. Dans l'une de ces conversations, elle décrivit comment Julicia avait appelé en pleurant, suppliant de rentrer à la maison. Mais l'assistante sociale répondit que c'était normal pour les enfants en période de transition. Le père Julius essaya aussi d'intervenir. Il connaissait le danger, essaya d'alerter les services de protection de l'enfance, mais sa voix n'avait aucun poids. Les fausses accusations de violence domestique avaient accompli leur objectif de le faire taire. Quand il essaya d'engager un avocat pour récupérer la garde, il découvrit que le processus prendrait des mois, tant que Julicia n'avait pas. Julius travaillait en double service pour payer les frais juridiques, espérant réussir à ramener sa fille. Il gardait tous les messages vocaux que Julicia laissait, toutes les photos de leurs appels vidéo, construisant des preuves de l'amour et de la connexion qu'ils avaient. Mais le système juridique bougeait à un rythme glacial, tandis que la situation de la petite se détériorait rapidement.
Le 21 juin 2021, le tribunal familial transféra officiellement Julicia chez sa mère définitivement. La petite se retrouva piégée au 10e étage du complexe Mitchell Houses avec Nevesia, son petit frère d'1 an et demi, et l'adolescent Paul Fine Jr. L'appartement sentait la cigarette et la nourriture pourrie, avec des vêtements éparpillés sur des meubles cassés, le complet opposé de la maison douillette de grand-mère, où ses prix scolaires et ses dessins décoraient les murs. Dès les premiers jours, Julicia comprit la cruelle réalité. Elle n'était plus une petite princesse en belle robe, elle était devenue une domestique et une cible pour la colère des autres. La différence de traitement était criante et intentionnelle. Tandis que le bébé recevait des soins adéquats et que Paul pouvait faire ce qu'il voulait, Julicia fut placée dans une position de domestique. Elle était responsable de nettoyer l'appartement, de s'occuper du petit frère et de subir encore des punitions pour tout ce qui allait mal. Nevesia avait établi des règles claires. Julicia ne pouvait manger que sur permission, ne pouvait pas regarder la télévision quand Paul la regardait, ne pouvait pas faire de bruit quand le bébé dormait et ne pouvait se plaindre de rien. Toute violation de ces règles résultait en punitions qui allaient de rester sans nourriture jusqu'aux punitions physiques. Initialement, Paul se limitait à de petites cruautés, lui prendre sa nourriture, la pousser contre les murs, l'insulter constamment. Julicia essayait de se plaindre à sa mère, mais Nevesia ne faisait que crier « Arrête de mentir, Paul est ton grand frère !» La mère n'ignorait pas seulement les plaintes, elle punissait sa fille pour mentir. Paul réalisa rapidement qu'il avait un pouvoir total sur Julicia et que sa mère non seulement permettrait, mais encouragerait ses comportements. Il commença à voir la petite comme un objet pour décharger ses frustrations et exercer son contrôle. La différence d'âge et de taille rendait toute résistance de Julicia complètement inutile. Bientôt, les jeux de Paul devinrent plus violents. Des coups de poing pour voler de la nourriture, des coups de pied pour pleurer trop fort, des poussées contre le mur pour le déranger quand il regardait la télévision. L'adolescent réalisa rapidement qu'il avait à sa disposition un jouet sans défense pour son amusement sadique. Pendant cette période, Julicia essaya différentes stratégies de survie. Elle devenait invisible, faisant tout silencieusement, essayant d'anticiper les besoins et les humeurs des autres pour éviter les conflits. Quand cela ne marchait pas, elle essayait de se défendre verbalement, d'expliquer son innocence ou de faire appel à la compassion. Rien ne marchait. La petite vivait dans une peur constante. Les gifles de la mère et les coups du frère pleuvaient pour n'importe quelle raison réelle ou imaginée. La petite fille heureuse qui rayonnait de joie disparut simplement. Les mêmes grands yeux demeuraient, mais ils ne contenaient maintenant que désespoir et soumission de victime. Les changements physiques dans Julicia étaient évidents pour quiconque la connaissait avant. Son poids avait drastiquement diminué, ses cheveux étaient ternes et mal soignés, et elle développa une façon de marcher courbée, comme s'il essayait de devenir plus petite et moins visible. Ses vêtements étaient toujours trop grands, des restes des autres enfants de Nevesia. Les voisins commencèrent à voir des signes alarmants. Un enfant de 7 ans seul, traversant la très fréquentée rue 138 Emest. Marchant seul jusqu'au magasin avec une carte de bons alimentaires. L'employé du magasin, Ernie Slade, se souvint d'Ellenweiger, une minuscule figure portant un masque rose avec un hématome visible sous l'œil, ses petites mains de 7 ans trébantes et sentant fort qu'elle ne pouvait à peine tenir la carte de bons alimentaires. Ernie décrira plus tard comment Julicia semblait avoir peur même de demander de l'aide. Elle gardait la tête basse, parlait en chuchotement et semblait constamment regarder par-dessus son épaule comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse. Quand il essaya d'engager une conversation amicale, demandant à propos de l'école ou des amis, elle donnait des réponses monosyllabiques et semblait anxieuse de partir. « J'aurais dû l'emmener au commissariat », il regretta plus tard, mais comme beaucoup d'autres, il n'intervint pas assumant que quelqu'un d'autre s'occuperait de la situation. C'est une tragédie commune. Les gens voient les signes, sentent que quelque chose ne va pas, mais assument que ce n'est pas leur responsabilité ou que d'autres professionnels s'occupent de la situation. D'autres voisins ont rapporté vu Julicia dans des situations préoccupantes. Une femme l'a vue dormir dans le couloir de l'immeuble pendant la journée, apparemment épuisée. Un autre voisin l'a trouvée pleurer seule près des élévateurs. Chacun de ces adultes sentit que quelque chose n'allait pas, mais aucun ne prit de mesures décisives. Le dernier appel vidéo avec son père était une torture émotionnelle. Julicia lutta pour sourire, pour être la petite fille brillante dont Julius se souvenait, mais il pouvait voir la terreur qu'elle cachait. « Il y a quelque chose qui ne va pas, mon amour ?»« Je suis bien, papa. Je t'aime. T'es le meilleur papa du monde. » Elle chuchota en retour, hantée par la façon dont elle forçait ce sourire,
par la façon dont sa voix faillit en disant « Je suis bien ». Dans cette dernière conversation, Julius nota des détails qui le rentraient par la suite. Julicia continuait de regarder en dehors de l'écran comme si quelqu'un surveillait la conversation. Sa voix était rauque et il y avait une marque étrange sur son cou qu'elle essayait de cacher en ajustant son t-shirt. Quand il demanda à propos de l'école, elle ne dit qu'elle n'y allait pas beaucoup, sans expliquer pourquoi. Julius répétera cette conversation des milliers de fois par la suite, sans savoir que ce serait parmi ses derniers mots pour lui. Il analysera chaque mot, chaque expression faciale, cherchant des signes qu'il aurait dû reconnaître, des façons dont il aurait pu intervenir. La culpabilité du survivant le consumera pendant des années. Des dizaines d'adultes criaient dans le vide, des dizaines de signaux d'alerte clignotaient au rouge. La grand-mère appelait hebdomadairement au service, les voisins firent des rapports, le père exigea des enquêtes, même des étrangers, comme l'employé du magasin, voyaient le danger. Le système choisit la surdité et la cécité complète. Pendant cette période critique, de multiples agences furent impliquées dans le cas de Julicia, mais aucune communication efficace n'eut lieu entre elles. L'école avait des registres de ses absences croissantes, les services sociaux avaient les rapports de la grand-mère, la police avait les rapports des voisins, mais ces informations n'ont jamais été consolidées en une image complète de la situation désespérée de l'enfant. En août, la mère et le son ne revenotaient plus leur cruauté. L'œil ou beurre noir de Julicia était si visible qu'il devint impossible à cacher. Quand une voisine demanda à qui il avait frappé, la petite, tremblant de peur, chuchota « Maman ». Cette voisine, Maria Santos, témoigna plus tard qu'elle fut choquée non seulement par l'hématome, mais par la réaction de terreur de l'enfant en réalisant qu'elle avait dit quelque chose. Julicia commença immédiatement à pleurer et supplia à Maria de ne rien dire en disant que ça serait encore pire s'il savait qu'elle avait parlé. À ce moment, les adultes eurent la dernière vraie chance de sauver l'enfant. La grand-mère Yolanda appela immédiatement les services de protection de l'enfance, espérant que cette fois quelqu'un écouterait enfin. Mais le système échoua encore une fois avec Julicia. L'enquête qui suivit fut superficielle et inadéquate. L'assistante sociale qui répondit à l'appel passa moins d'1 heure sur les lieux, n'interrogea pas Julicia séparément et accepta les explications des adultes sans questionner. Aucune photographie adéquate des blessures ne fut prise. Aucun examen médical ne fut demandé et aucune question ne fut posée sur l'historique de violence dans la famille. Quand l'assistante sociale arriva, Niewiziak était prête avec une explication. La petite avait été accidentellement touchée par un pistolet à eau jouet pendant un jeu. Les accidents arrivent, vous savez comment sont les enfants. Elle sourit faussement. Julicia resta près, sans lever les yeux. L'assistante ne demanda même pas à lui parler en privé. Cet échec à interviewer l'enfant seul fut une violation directe des protocoles standards d'enquête de protection de l'enfance. Tout enquêteur expérimenté sait que les enfants en situation de violence domestique parlent rarement ouvertement en présence des agresseurs. Le fait que cela n'arriva pas suggère une négligence grave ou une incompétence de la part de l'assistante sociale. Dès que la porte se ferma, le sourire faux disparut du visage de Niewiezia. « Tu vois ce qui arrive quand tu ouvres ta bouche ?» Elle siffla à sa fille. Et Julicia comprit. Maintenant, ce serait encore pire. Les punitions qui suivirent furent particulièrement brutales, car Paul et Niewiezia voulaient s'assurer que Julicia n'essayerait plus jamais de chercher de l'aide. Elle fut privée de nourriture pendant des jours, forcée de dormir sur le sol et soumise à des humiliations constantes conçues pour briser complètement son esprit. Le 7 août, le voisin Michael Roberts les vit dans l'ascenseur, mère et fille. Mais l'enfant de 7 ans portait des lunettes de soleil à l'intérieur de l'immeuble. Par un jour nuageux, Julicia regardait le sol, ne levant pas la tête, indifférente à tout. Sous les lunettes étaient cachés non seulement les hématomes d'hier, mais aussi de nouveaux. Paul avait continué d'éduquer sa sœur avec ses poings depuis le matin. Michael Roberts dit plus tard qu'il fut troublé par la scène, mais assuma que peut-être l'enfant avait un problème médical aux yeux. Il ne savait pas que les lunettes de soleil étaient devenues la méthode standard de Julicia pour cacher les blessures faciales quand elle devait sortir de l'appartement. Ce fut la dernière promenade de Julicia. La mère et le fils réalisèrent que l'apparence de la petite soulevait trop de questions. Peut-être que Paul n'avait pas l'intention consciente d'éliminer sa sœur, mais le pouvoir sur une victime sans défense l'excitait de plus en plus. Pendant cette période finale, Julicia était clairement malade. Elle avait perdu du poids dramatiquement, était constamment pâle et vomissait fréquemment. Mais au lieu de chercher des soins médicaux, Niewiezia et Paul interprétaient ces symptômes comme de la simulation ou une recherche d'attention, résultant en des punitions encore plus sévères.
Les 8 et 9 août, il maltraita Julisia de manière systématique et brutale. Coups de poing au visage, coups de pied à l'estomac et au dos, coups à la tête. La petite de 7 ans essayait de se défendre, couvrant son visage avec ses petites mains, se roulant en boule sur le sol. Mais contre un adolescent enragé, déjà développé physiquement, elle n'avait pas une seule chance. Des vidéos trouvées par la suite sur le téléphone de Nievezia montreraient des parties de ces moments finaux. Les enregistrements qui furent utilisés comme preuve au procès étaient si troublants que certains membres du jury durent quitter la salle pendant leur diffusion. Ils montraient non seulement la violence physique, mais aussi la torture psychologique systématique. Paul et Nievezia riaient pendant que Julisia souffrait. Le 10 août 2021, Julisia se réveilla avant l'aube avec faim. Son petit estomac se contractait de douleur. La veille, elle avait à peine reçu de nourriture comme punition pour désobéissance. La petite, silencieusement, comme une ombre, se glissa jusqu'à la cuisine. Elle connaissait les règles, ne pas prendre de nourriture sans permission. Mais la faim était plus forte que la peur. Ce que Julisia ne savait pas, c'est que Paul avait développé l'habitude de dormir légèrement, toujours alerte à tout mouvement d'elle pendant la nuit. Il semblait s'exciter avec ces opportunités de la prendre en train de faire quelque chose de mal. C'était comme un jeu sadique pour lui, établir des règles impossibles et puis punir violemment quand elle les brisait inévitablement. Paul Fine Jr. se réveilla au bruit. Il vit sa sœur de 7 ans debout près du réfrigérateur avec de la nourriture dans les mains. Ce fut suffisant. Le premier coup l'atteignit avec telle force qu'il laissa une marque claire de poing d'adulte sur sa joue. Deuxième coup. Troisième. Julisia tomba, essayant de protéger sa tête avec ses mains. Les voisins de l'appartement du dessous rapportèrent plus tard avoir entendu des bruits étranges ce matin-là, des sons d'impact et des cris étouffés. Mais ils assumèrent que ce n'étaient que des enfants qui jouaient ou que des meubles qu'on était en train de déplacer. Cette normalisation des bruits violents dans les complexes d'habitation est un autre facteur qui permet que des situations comme celle de Julisia passent inaperçues. Il y eut 8 coups directs au visage, 8 marques de poing sur le visage d'un enfant de 7 ans. Cette fois, Paul ne s'arrêta pas là. Le coup le plus terrible fut à l'estomac. Il donnait un coup avec toute la force, comme s'il essayait de traverser un mur. Le bruit fut nauséabond comme un ballon qui éclate. Quelque chose à l'intérieur de Julisia se rompit. Foie, spleen, intestin, sa cavité abdominale commença à se remplir de sang. Le médecin légiste déterminera plus tard que ce coup de pied spécifique a causé la rupture de multiples organes internes. La force nécessaire pour causer de tels dommages chez un enfant de 7 ans fut décrite comme consistante avec un accident de voiture à haute vitesse ou une chute de grande hauteur. Il était impossible que telle blessure soit accidentelle. La petite resta sur le sol, son petit corps convulsant, les ongles s'enfonçant dans le linoléum sale. Le sang remplissait son estomac, les organes échouaient un après l'autre, elle vomissait du sang, sa peau devint pâle et croide, les pupilles dilatées par le choc et la douleur. Pendant ces dernières heures, Julisia expérimentait ce que les médecins appellent le syndrome de l'abdomen aigu, une condition médicale d'urgence qui requiert une intervention immédiate. Chaque minute de retard diminuait drastiquement ses chances de survivre. Mais au lieu de chercher des soins médicaux, Nievezia passa ses heures précieuses à planifier comment couvrir ce qui s'était passé. Pendant 3 heures, Nievezia Jones regarda sa fille dépérir. Pendant 3 heures, elle pensa non pas comment sauver l'enfant, mais à quel mensonge dire au médecin. Seulement quand il devint clair que Julisia mourait et qu'il serait impossible de le cacher, la mère accourut chez les voisins en criant « Au secours, ma fille a arrêté de respirer !» Mais il était trop tard. Les dossiers médicaux montrent que quand les ambulanciers finalement arrivèrent, Julisia était en choc hypovolémique sévère dû à la perte massive de sang interne. Ses signaux vitaux étaient critiquement bas et elle était inconsciente. Si l'aide médicale avait été cherchée immédiatement après les blessures, il y a une possibilité significative qu'elle aurait pu survivre. Trop tard pour la petite de 7 ans, qui avait une fois demandé à sa grand-mère d'appeler la police. Quand les ambulanciers finalement arrivèrent, ils découvrirent une scène horrible. La température corporelle de Julisia n'était que 35 degrés et 8. Les pupilles étaient dilatées et ne réagissaient pas à la lumière. L'appartement était dans un désordre avec des signes évidents de violence. Il y avait du sang sur le sol de la cuisine, des meubles renversés et une odeur terrible dans l'air. Les ambulanciers suspectèrent immédiatement que ce n'était pas un accident médical commun, mais furent instruits de se concentrer d'abord sur la survie de l'enfant. À l'hôpital Lincoln, les médecins luttèrent pour la vie de la petite pendant 1 heure. Mais le cœur qui avait une fois battu de joie en voyant le chapeau de papa et les étreintes de grand-mère s'arrêta pour toujours. À 9h06 du matin, le 10 août 2021, Julisia Baptiste mourut seule, entourée d'étrangers, loin de ceux qui l'aimaient. L'équipe médicale qui essaya de sauver Julisia fut profondément traumatisée par l'expérience. Plusieurs professionnels cherchèrent par la suite un soutien psychologique pour faire face au traumatisme d'avoir vu des blessures extrêmes sur un si petit enfant.
Le docteur Sarah Martinez, qui dirigeait l'équipe de traumatisme, dit qu'en 20 ans de médecine d'urgence, elle n'avait jamais vu des blessures aussi sévères sur un enfant. Nevesia Jones raconta une histoire élaborée à la police. Sa fille s'était réveillée à 5 heures du matin, se plaignant de douleurs à l'estomac, était allée aux toilettes où elle avait commencé à vomir, puis était tombée et s'était cognée la tête sur la table. Tout semblait être un accident terrible. Mais les enquêteurs remarquèrent immédiatement des incohérences dans l'histoire. L'étendue et le schéma des blessures n'étaient pas consistants avec une chute accidentelle. De plus, le retard à chercher de l'aide médicale souleva des suspicions immédiates. La police commença à traiter la mort comme un homicide dès le premier jour. Le 29 juin 2022, 323 jours après la mort de Julicia, Nevesia Jones et Paul Fine Jr. furent finalement arrêtés. Mais la justice se révéla être une moquerie cruelle. Le retard dans l'arrestation fut dû à la complexité de l'enquête et à la nécessité de construire un cas solide. Pendant ces mois, Paul continua de vivre normalement, fréquentant l'école, tandis que la famille de Julicia souffrait en sachant que ses assassins étaient libres. Cette période prolongée sans justice fut particulièrement traumatisante pour la grand-mère et le père. L'enquête révéla des preuves choquantes qui avaient été négligées pendant des années par les services sociaux. En plus des vidéos sur le téléphone de Nevesia, furent trouvés des messages textes détaillant des plans de punition, des photos qui documentaient des blessures antérieures et un schéma clair de violence escaladante qui remontait à des mois. En mars 2025, Nevesia Jones fit un accord avec les procureurs, se déclarant coupable d'homicide au premier degré en échange de la libération de son fils. Paul Fine Jr., celui qui maltraita systématiquement et commis des actes terribles contre la petite de 7 ans, Climouret, sortit libre, souriant, portant une veste orange brillante et des baskets neuves. L'accord fut controversé et généra l'indignation dans la communauté. Les procureurs justifièrent la décision en disant qu'il serait difficile de prouver au-delà d'un doute raisonnable que Paul avait l'intention de causer la mort, malgré la brutalité des blessures. La famille de Julicia fut dévastée d'apprendre que le principal agresseur sortirait sans conséquences significatives. La personne qui avoue avoir donné 8 coups de poing au visage d'un enfant pour avoir pris une collation était libre. Pire encore, Paul ne montra aucun remords pendant tout le processus légal. À plusieurs occasions, il fut vu souriant et faisant des blagues avec les avocats, traitant toute la procédure comme un inconvénient mineur. Pendant le processus judiciaire, plus de détails horribles vinrent toujours. Des messages textes entre Nevesia et Paul révélèrent qu'ils avaient développé un système de punition élaboré, avec différents types de violences pour différentes infractions. Ils discutaient des blessures de Julicia comme si c'était un jeu, comparant les méthodes et riant des réactions de la petite. En juin 2025, Jones reçut 17 ans de prison, seulement 2 ans et demi pour chaque année de vie de Julicia. Avec bonne conduite, elle sortira à 56 ans et pourra commencer une nouvelle vie. Julicia n'aura jamais cette chance. Pendant l'audience de sentence, Nevesia montra la même absence d'empathie qu'elle avait démontrée pendant toute la vie de Julicia. Elle refusa d'écouter les déclarations d'impact des victimes, se boucha les oreilles quand la grand-mère parlait de la souffrance de sa petite fille, et à un moment roula même les yeux quand le père pleurait au banc des témoins. Julius Baptiste vint au procès, portant un pendentif avec la photo de sa fille. Il se souvint mot pour mot de la dernière conversation avec elle. Elle dit qu'elle m'aimait et que j'étais le meilleur papa du monde. Dans sa déclaration au tribunal, Julius décrivit comment la perte de Julicia avait détruit sa vie, comment il se réveillait chaque matin en pensant à comment il aurait pu la sauver. La grand-mère, Yolanda, alors âgée de 72 ans, a pu à peine parler pendant sa déclaration. Elle tenait dans ses mains les enregistrements qu'elle avait faits des années auparavant, des preuves qui auraient pu sauver Julicia si quelqu'un avait vraiment écouté. « J'ai essayé de sauver ma petite fille pendant des années », elle a dit d'une voix brisée. Personne ne voulait écouter une grand-mère inquiète. Le juge, en prononçant sa sentence, a exprimé sa frustration avec les limitations du système légal. Il nota que bien que la sentence semblait inadéquate pour la magnitude du crime, ses mains étaient liées par les termes de l'accord de confession. Il fit aussi des commentaires durs sur les échecs systématiques qui ont permis que la tragédie arrive. Dans le hall du complexe Mitchell House, où Julicia a passé ses derniers mois en souffrance, il y a encore un mémorial modeste. Bougies, fleurs et un jouet de Minnie Mouse pour la petite qui aimait Disney et rêvait d'être une princesse. Le mémorial est maintenu par des voisins qui ressentent une culpabilité collective de n'avoir pas fait plus pour protéger l'enfant.
Cette belle petite fille aurait pu célébrer ses 11 ans en avril 2025. À la place, sa grand-mère lâche des ballons dans le ciel, espérant que sa petite fille est heureuse mais ne souffre plus au ciel. La date d'anniversaire est devenue un jour de deuil national officieux pour tous ceux qui connurent le cas. La mort de Julicia mena à quelques changements dans les protocoles des services de protection de l'enfant de New York, mais beaucoup argumentent que ces réformes sont insuffisantes et sont arrivées trop tard. De nouvelles directives exigent que les enfants soient interviewés seuls pendant les enquêtes de violence, mais les critiques disent que la supervision et la formation adéquate manquent encore. C'est l'histoire d'une Cendrillon moderne. Son conte de féerie se transformant en cauchemar. De belles robes furent remplacées par des vieux t-shirts, de jolies coiffures par une coupe laide, et au lieu de ses poupées chéries, ses compagnons constants devinrent la douleur insupportable et le désespoir. Aucun prince ou fée Madeleine ne vint la sauver. Cette Cendrillon n'a jamais eu sa fin heureuse. Le système qui devait protéger des enfants comme elle ne ferma pas seulement les yeux sur sa souffrance, mais tourna le dos et se boucha les oreilles. Ce qui m'impressionne le plus dans ce cas n'est pas seulement la cruauté des agresseurs, mais la quantité d'opportunités perdues. Combien de fois le système aurait pu intervenir? Combien de signaux furent ignorés? Combien de personnes auraient pu faire la différence? Une analyse postérieure a identifié au moins 15 points spécifiques où des interventions adéquates auraient pu sauver la vie de Julicia. Depuis la décision initiale de la rendre à une mère avec un historique de perte de 5 enfants, au fait de ne pas enquêter adéquatement le signal final sur l'œil au burnerin, chaque échec a composé une chaîne de négligence qui a mené à la tragédie. Les enregistrements de la grand-mère existent encore aujourd'hui. La voix de Julicia, suppliant de ne pas aller chez sa mère, aurait dû être preuve suffisante. Mais ce fut traité comme simple résistance infantile normale. L'employé du magasin qui vit ses mains trembler porte cette image jusqu'à aujourd'hui. Les voisins qui la virent seule dans la rue savaient que quelque chose n'allait pas. Le cas de Julicia devint une étude de cas dans les écoles de travail social sur comment ne pas conduire des enquêtes de protection de l'enfant. Ces enregistrements sont utilisés dans des formations pour montrer comment les voix des enfants doivent être prises au sérieux indépendamment de leur âge. Ce cas expose des défaillances systématiques profondes dans les services de protection de l'enfant. Il montre comment les préjugés peuvent influencer les décisions. Croire la parole d'une mère qui avait déjà perdu 5 enfants au lieu de considérer un père sans historique criminel. Il révèle comment la pression pour réunifier les familles peut surpasser le bon sens et la sécurité des enfants. L'assistante sociale Patricia Shannon, qui avait ignoré multiples signaux de danger, non seulement évita les punitions sérieuses, mais reçut une promotion avec une augmentation de 20 000 $ après la mort de Julicia. Cette récompense pour l'incompétence exemplifie comment le système protège ses propres employés au lieu de protéger les enfants qu'il devait servir. La tragédie de Julicia n'arriva pas du jour au lendemain. Ce fut un processus graduel de signaux ignorés, d'appels au secours réduits au silence et d'interventions niées. Chaque adulte qui aurait pu faire la différence trouva une excuse pour ne pas agir. Des spécialistes en protection de l'enfant qui ont étudié le cas ont identifié multiples facteurs qui ont contribué à la tragédie. Surcharge de cas des assistantes sociales, manque de travaillage adéquat, préjugés sur la réunification familiale, communication inadéquate entre les agences et une culture organisationnelle qui priorise fermer les cas au lieu de protéger les enfants. Aujourd'hui, tandis que Paul Fine Jr. marche libre dans les rues, portant des vêtements neufs et souriant aux caméras, Julicia demeure éternellement à 7 ans dans notre mémoire. Un enfant qui aimait la Reine des Neiges, qui appelait sa grand-mère sa meilleure amie, qui faisait des grimaces drôles pour son père. Une petite qui méritait beaucoup plus que ce que ce monde lui offrit. Paul fut vu plusieurs fois après sa libération, vivant apparemment une vie normale. Il fréquente des événements sociaux, poste sur les réseaux sociaux et démontre zéro conscience de la gravité de ses crimes. Pour lui, Julicia ne fut qu'un obstacle temporaire qui fut retiré de sa vie. Son histoire ne doit pas être oubliée, pas seulement comme une tragédie, mais comme un appel à l'action. Pour que nous prêtions attention aux signaux, pour que nous écoutions les enfants, pour que nous ne laissions pas la bureaucratie surpasser l'humanité. L'héritage de Julicia doit être un changement réel dans les systèmes qui échouaient avec elle. Sa mort ne peut pas être en vain si elle résulte en réformes qui protègent d'autres enfants dans des situations similaires. Chaque enfant qui sera sauvé parce que quelqu'un se souvint de l'histoire de Julicia sera une petite victoire contre l'injustice qu'elle subit. Julius Batis, maintenant défenseur des droits des enfants, travaille pour garantir que l'histoire de sa fille soit rappelée. Il parle dans des conférences, travaille avec des législateurs pour réformer les lois de protection de l'enfance
et maintient vivante la mémoire de la petite qu'il appelait princesse. La grand-mère Yolanda, malgré l'âge avancé, devint aussi une voix active dans la défense de réforme. Elle garde les enregistrements de Julisia comme des trésors douloureux, preuve d'un amour qui nous put protéger, mais qui peut encore éduquer et inspirer des changements. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire. Partagez cette histoire. Plus de personnes connaîtront le cas de Julisia, plus grande sera la chance d'identifier des situations similaires avant qu'il ne soit trop tard. Laissez aussi des suggestions d'autres cas que nous devons aborder. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie d'autres enfants qui peuvent encore être sauvés. La mémoire de Julisia Baptiste mérite que son histoire soit racontée pour que d'autres enfants ne subissent pas le même destin. Repose en paix, petite princesse. Ta voix fut finalement entendue, et à travers elle, d'autres enfants peuvent trouver la protection que tu n'eus jamais.